Parlons-nous bien le français. Quelle frontière entre une langue qui évolue et une langue qui s'appauvrit? Y a-t-il des termes à éviter et d'autres à privilégier? Quand et jusqu'à quel point faut-il être rigoureux? Quid des belgicismes, des anglicismes et des autres mots d'origine diverse dans nos conversations? On a beaucoup de choses à se dire en cette veille de foire du livre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec nous en plateau cette semaine, Marie-Ève Damar, bonjour, vous êtes professeure à l'ULB, on a évidemment beaucoup de questions pour vous, de même que pour Katia Lanero Zamora, bonjour, vous êtes autrice, vous animez aussi avec beaucoup de passion des ateliers d'écriture. Dominique Kostermans, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes aussi autrice et on verra ce que vous avez à dire sur l'usage du français. Cette question de la langue est parfois politique et on a donc un représentant du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Calvin Soares. Merci aussi d'être avec nous. Vous siégez pour le groupe Écolo. Je pose la première question telle qu'elle m'est venue. Est-ce qu'on parle bien le français? Est-ce qu'on devrait mieux le parler? Madame Damar, quand vous écoutez les gens en rue, est-ce qu'ils parlent aussi bien qu'ils le devraient, qu'ils le pourraient? Est-ce que parfois ça ne vous titille pas de les corriger, de les reprendre par-ci par-là? Alors, en tant que linguiste, on ne va pas corriger, reprendre les gens, sauf s'ils nous le demandent. Oui. Je me demande si la question que vous posez, on se la poserait également en France. Ou s'il y a peut-être une forme d'insécurité linguistique qu'on aurait en Belgique et qu'il faudrait que peut-être on prêterait une attention plus grande aux aspects formels de la langue et à la manière dont bien parler, bien écrire. Et quand on voit des gens qui s'expriment dans la rue et qui communiquent, le plus important, c'est peut-être le message qu'ils ont à transmettre et peut-être moins la forme de ce message. Mais est-ce qu'on respecte les formes? Parce qu'elles ont quand même une certaine importance. Alors les formes, on les respecte puisqu'on se comprend. Donc il y a forcément un code qui est commun, à la fois lexical, syntaxique, phonétique, etc. Donc on va évidemment le respecter pour pouvoir communiquer dans une langue donnée. Maintenant, jusqu'à quel point est-ce qu'on met jusqu'où mettons l'exigence? Jusqu'à quel endroit? Même question pour vous, Dominique Kostermans. Est-ce qu'on parle bien le français en Belgique? Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait quand même un peu plus s'appliquer, qu'on a tous des petits défauts, des tics de langage, même dans les médias, hein? Oui, justement, parce que la première question, c'était en rue, et puis maintenant, c'est les médias. C'est déjà des territoires différents, des modes d'expression différents, différentes. Et donc, il y a aussi le langage écrit, le langage oral. Et on voit aussi qu'il y a une montée en force du langage écrit via les réseaux sociaux. Et donc, il y a une visibilité de la faute ou de la maladresse langagière, parce qu'elle est beaucoup plus visible via les réseaux sociaux. Et donc, je ne sais pas si on parle moins bien, mieux, etc. Tout dépend des territoires, des personnes, des occasions et de cette visibilité de la langue. C'est à l'école qu'on apprend vraiment à bien parler. C'est là que ça se joue ou bien c'est ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes autrice aussi? Oui, autrice, et le français n'est pas ma langue maternelle de la petite enfance. Vous l'avez bien appris, hein? Merci, mais ça va, je suis rentrée à l'école à 2 ans et demi, mais avant ça, je ne parlais que l'espagnol dans ma famille d'origine, donc du côté de ma grand-mère. Et du coup, moi, par exemple, cette question, parle-t-on bien le français? On est dans un pays qui est trilingue, on est dans un pays où il y a plusieurs communautés, un nombre innombrable, enfin plutôt un nombre important de plein de nationalités différentes. Alors, je me trompe peut-être, mais on est peut-être aussi un pays qui est nourri de syncrétisme, en fait, où c'est le bon mot, quand on va emprunter des termes dans d'autres langues pour les adapter à notre situation. Et moi, ce qui a été vraiment quelque chose de très, structurant, ça a été vraiment le cours de français en primaire. Donc, c'est quelque chose comme si on m'avait ouvert à moi la voie d'instruments de musique, de gamme à faire, et qu'on m'avait dit, voilà, avec ça, tu vas écrire des symphonies et tu vas te débrouiller tout le reste de ta vie. Donc, pour moi, il me semble que l'enseignement du bon français, ou en tout cas du code avec lequel et les bonnes règles, on va pouvoir se dépatouiller sur tous les terrains, en fait, relationnels, culturels, intellectuels, professionnels par la suite, viennent vraiment dans la petite enfance. Alors, Calvin Soares, vous êtes parlementaire.
la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de décider que tous les futurs professeurs auront un examen, enfin vérifier leur niveau de français. S'ils le réussissent, c'est bon. S'ils le ratent, ils doivent suivre un cours. On le fera même pour ceux qui ont fait des études supérieures universitaires. Ce sera un peu différent. Enfin, il y aura cet examen-là. On se dit que les professeurs ne parlent peut-être pas tous aussi bien le français qu'il le faudrait pour pouvoir former nos enfants. C'est ça l'idée ? Oui, alors, comme Madame vient de le dire, je pense que c'est très important d'insister sur le fait que la maîtrise de la langue véhiculaire, qui n'est pas forcément la langue scolaire, c'est-à-dire le français véhiculaire n'est pas forcément le français scolaire, est très important. Bernard Lahire, qui est linguiste, disait que c'est très important pour l'enfant, dès l'école maternelle, pas dès l'école primaire, d'apprendre à maîtriser la langue véhiculaire, la langue d'apprentissage, parce que c'est un outil de relation sociale, c'est un outil de domination culturelle. Donc les enfants qui, dès la base, maîtrisent mieux la langue, culturellement, au niveau des relations sociales, sont celles et ceux qui vont avoir les places les plus privilégiées dans la société. Et donc, corrélativement, oui, il y a un travail à faire au niveau des professeurs. En 2015, le Conseil pour l'éducation et la formation disait qu'il y avait de vrais problèmes en ce qui concerne les enseignantes et enseignants qui transmettent les savoirs aux enfants à l'école maternelle et à l'école primaire. Et donc, il y avait déjà cette recommandation au niveau politique de mettre en place un test linguistique pour les enseignantes. Alors, il y a une spécificité en Belgique, c'est que 64%, c'était les chiffres de 2015, 64% des enseignantes et enseignants qui donnent cours en maternelle et en primaire viennent du qualifiant. Et donc, il y a un effort à faire, à porter à ce niveau-là, parce que ceux qui font du général ne vont pas souvent enseigner dans le maternel et le primaire. Et donc, oui, il faut préciser une chose. Ceux qui ont un master et qui doivent enseigner l'après-tronc commun, donc 4, 5, 6, seront obligés de passer l'examen. Ce n'est pas le cas des autres. On part du principe que ceux-là parlent déjà correctement le français. Je me tourne vers Madame Damar. Vos étudiants, évidemment, on imagine que ceux qui étudient la linguistique ont un intérêt pour la langue et parlent quand même correctement au moins, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des choses qui vous arrachent les oreilles ? Est-ce que vous trouvez qu'ils parlent bien le français ? J'insiste avec cette question, mais voilà, elle est là, honnêtement. Alors bien parler, ça dépend de où vous placez la norme. Et la Respect des règles, de l'orthographe, de la grammaire, du vocabulaire étoffé. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire, personne ne maîtrise parfaitement la langue, même pas moi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaie de donner à chacun, et là je rejoins le discours plutôt politique sur la question, les moyens d'une autonomisation par rapport à la langue qui permettent aux personnes de s'exprimer le mieux possible dans toutes les conditions et d'être reconnus comme des interlocuteurs valables. Et il y a une corrélation sociale importante entre la maîtrise de la langue et ce qu'on accorde comme légitimité à la personne qui parle. Et donc la personne qui parle bien est plus intégrée socialement, accède à des postes de responsabilité plus importants. Donc tout ça, c'est quelque chose qui pèse énormément sur le fait que la langue doit être bien enseignée parce que c'est donner les moyens à tout le monde de s'épanouir socialement et d'être donc plus libre Parce que M. Soares parlait de l'enseignement qualifiant dont sortent beaucoup de futurs enseignants. Est-ce qu'un professeur dans le qualifiant, il doit aussi bien maîtriser le français finalement ? Est-ce qu'un professeur de mécanique ne doit pas avant tout être un bon mécanicien ? Ou est-ce qu'il faudrait réfléchir à étendre cette maîtrise du français pour des professeurs d'autres matières ? À un moment donné, ils sont aussi des professeurs. Et si on n'est pas exigeant dans les filières qualifiantes, est-ce qu'on n'appauvrit pas finalement de manière large la maîtrise de la langue ? Calvin Soares n'a pas l'air d'accord. Après, on parlera d'autres sujets mais là-dessus. En fait, je pense que, quelle que soit la matière, il faut maîtriser la langue parce que c'est le véhicule par lequel on transmet les apprentissages. On dit souvent, donc, ce proverbe qui dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc, si l'enseignante ou l'enseignant n'a pas les outils linguistiques pour pouvoir transmettre le message qu'il doit transmettre, c'est compliqué. Et il ne faut pas oublier que l'enseignement de la langue, ce n'est pas seulement le parler, c'est aussi la conception. Donc, quand on parle du maternel, aujourd'hui, on est dans une région qui est très cosmopolite. Il faut aussi avoir les outils pour pouvoir intégrer la manière dont les enfants pensent dans leur langue maternelle. Et donc, ça, c'est essentiel. Parce que quand on parle des apprentissages de langue, les gens pensent uniquement à ce qu'on dit. Mais ce qu'on pense et la manière dont on le pense est aussi important. Est-ce que dans une région multiculturelle, polyglotte comme Bruxelles, à un moment donné, on doit
s'ouvrir plus, je dirais, aux mots venus de l'étranger. J'ai cité dans l'introduction les belgicismes. On va faire une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs. Les belgicismes, vous les utilisez? Oui, non? Qui trouve que c'est bien? Nos deux autrices qui sont un peu en retard de temps de parole. Sans complexe. Vous utilisez, sans complexe. Est-ce qu'on doit les sacraliser quelque part et faire comme les Français qui ont fait une académie française? Est-ce qu'on doit faire une forme de défense de nos belgicismes? Oui, non? Qu'en pensez-vous, mesdames? Moi, je les utilise de manière naturelle et ça fait sourire en face, S'il faut expliquer, j'explique. Ça participe aussi à la richesse du coup de mon interlocuteur ou interlocutrice française. Ça donne souvent des moments très chouettes, mais même dans mes livres, j'en place sans complexe. Et ça n'est pas une faute. Hein. On ne peut, Madame Damar, d'aucune façon sanctionner quelqu'un. Si vous relisez un travail d'un de vos étudiants qui met un belgicisme dedans, vous avez des clés pour lui dire que c'est une faute ou au contraire lui dire qu'il a eu raison? Il y a des fautes. Il y a des fautes. Par exemple, quand on dit au plus, c'est pas français. C'est considéré comme un belgicisme, mais il y a des Français qui disent au plus ou aller au coiffeur. Voilà. Parfois, des fautes sont imputées erronément je dirais, à la communauté francophone de Belgique. Mais alors, quels sont les bons belgicismes et les mauvais? Voilà, donc, dans les années 80, on les chassait tous. On a abandonné après la chasse au belgicisme, donc il y a beaucoup de livres qui traitaient de la manière dont on pouvait les éradiquer, donc il y avait vraiment une poursuite vraiment très, très stigmatisante des belgicismes. Il fallait qu'on les efface de nos discours, il fallait qu'on parle comme les Français parce qu'eux parlent bien. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur notre insécurité. Oui. Aujourd'hui, on envisage la diversité de la francophonie comme étant une richesse, en ce compris dans ces aspects linguistiques. Donc des mots qui viendraient du Québec, des mots qui viendraient de certaines régions d'Afrique où le français est une langue tout à fait officielle et véhiculaire, eh bien, sont aujourd'hui, tout comme le français de Belgique, considérés comme des choses à valoriser. Donc, les anglicismes, c'est pareil. Si je vous convie à une émission par un email, il n'y en a pas un ou une qui dira je te réponds par courriel, parce que c'est quand même à un moment donné aussi une forme d'appauvrissement si on oublie des mots originaux de la langue pour les remplacer par des mots venus d'ailleurs. Oui, non, Calvin Soares, je n'ai pas d'accord. Je vais faire un clin d'œil, mais le président Rudy Demotte, qui est président du Parlement de la Fédération à Bruxelles, est très attentif à ça lorsque les députés prennent la parole. Mais pour moi, je suis contre une forme de sacralisation, en tout cas, une forme de langage qui serait rigide, sacralisé par une académie qui ne... Moi, je suis pour le français tel que les Canadiens l'envisagent, c'est-à-dire dynamique, ouverte, évolutive, une langue évolutive. Si moi, je suis arrivé en Belgique, j'avais déjà 22 ans, donc socialement, au niveau de ma construction sociale, j'avais déjà une conception du langage au niveau du français. Et donc, j'ai été toujours étonné que quand j'utilisais certains mots, mes amis étaient étonnés, me disaient est-ce que c'est français, est-ce que ce français il est bon ou pas. Certains mots ivoiriens, par exemple, sont entrés dans le dictionnaire. Donnez-nous un exemple. Si vous boucantier. Le mot boucantier vient du boucan, c'est-à-dire celui qui fait du bruit, c'est un jouisseur, un boucantier qui montre qu'il en a. Il y a le mot enjailler aussi. Enjailler, ça veut dire s'amuser. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque à un moment donné de perte? Parce que si on va vers les mots qu'on connaît, Dominique Kostermans, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un risque d'appauvrir notre langue parce qu'on va oublier des mots qui ont une histoire, qui sont séculaires? L'anglais vient du français, puisque suite à l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la cour parlait français. Donc l'anglais est un mélange du français d'origine et puis de langue anglo-saxonne qui était utilisée avant. Et donc, email, le mot mail est un mot français aussi, par exemple. Fax, à un moment donné, on disait oh non, c'est anglais. Pas du tout, c'est un mot latin, facsimilé. Et donc, on a cette porosité, surtout dans nos langues indo-européennes et dans notre petite Europe, où les mots traversent les frontières et sont assimilés d'un côté et de l'autre. Et donc déjà, quand on parle d'anglicisme, peut-être que ce sont de vieux francophonicismes voilà, à l'origine. Et à partir du moment où vous avez courriel et email, peut-être que vous allez utiliser l'un ou l'autre en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Moi, j'aime beaucoup. Je comprends qu'au Québec, on soit un peu plus à cheval parce qu'il y a une plus grosse menace, peut-être, d'invasion culturelle, d'omniprésence de l'anglais. Mais de nouveau, moi, je n'ai pas de problème avec l'utilisation d'anglicisme. Est-ce qu'il n'y a pas un transfert, justement, sans cesse linguistique des mots qui disparaissent et d'autres qui arrivent au final? Bien sûr, et les mots se déplacent. Ils ne s'arrêtent pas aux frontières, ils n'ont pas besoin de passeport. Mais donc, ils se déplacent facilement. Pas de risque de voir disparaître des mots anciens, ce ne serait pas dommage. C'est quand même une partie de notre culture, de notre histoire aussi, notre langage.
Moi, je suis vraiment... par rapport à ça, je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté d'être, dans certains pans de notre société, d'être dans du conservatisme. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui disparaissent, qui reviennent. Par exemple, quand on prend des mots qui existaient au XVIe, au XVIIe siècle, qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont partis, qui sont revenus. C'est pour ça que je parle de langage évolutif. Moi, je suis très fier des belgicismes. Quand je suis arrivé, le mot que j'adorais le plus, c'était Stumoling, parce que, je sais pas, ça avait un accent un peu agréable à prononcer. Et donc, je pense que ça dépend de l'objectif qu'on recherche. Est-ce que nous voulons nous inscrire dans une francophonie ouverte ? Dans ce cas, oui, il faut envisager la langue dans cette perspective. Mais si nous voulons rester sur notre précaré, là, on va avoir une langue qui est beaucoup plus fermée. N'oublions pas que nous sclérosés, effectivement, n'oublions pas que nous voyageons et que le fait que notre langue soit ouverte, que les Belges puissent s'adapter aux langues des autres, aussi est très bien vu au niveau international. Je voudrais un petit peu nuancer quand même. Oui. On est dans une émission de débat, vous pouvez pas être d'accord, allez-y. Ah oui, non, mais je pense que c'est tout à fait juste. De toute façon, c'est une réalité linguistique que les mots voyagent, et donc il serait bien vain de toute façon de les en empêcher. Mais maintenant, on peut mettre un mais ou un cependant ou toutefois, comme vous voudrez. Je crois quand même intéressant de rappeler qu'il ne s'agit pas de la même chose ici si on parle de mots francophones qui voyagent d'une zone à l'autre de la francophonie, ou de langues qui pourraient risquer de disparaître parce que l'omniprésence d'une autre langue fait que finalement cette langue est en péril. Vous avez parlé de menace et le mot est chargé sémantiquement, donc ça veut dire que peut-être si nous remplaçons tous les mots, ce qui ne sont pas réalistes s'agissant du français, mais ce qui peut arriver à des petites langues amazoniennes, par exemple, qui ont été progressivement remplacées par le portugais et qui aujourd'hui n'existent plus. Chaque fois qu'une langue meurt, c'est quand même une représentation du monde qui s'en va avec elle, parce qu'il y a le lexique, mais il y a la syntaxe aussi qui veut dire des choses sur le monde. Et ces langues-là, elles sont toutes à leur échelle en train de participer à la richesse de l'humanité. Donc il y a quand même une certaine forme de nuance à apporter. D'un point de vue politique, moi je ne recommanderais pas d'intégrer les anglicismes, mais d'un point de vue linguistique, la linguiste va dire ils existent forcément, ça ne sert à rien de les combattre, et de toute façon si on essaie de faire quelque chose artificiellement, on voit bien, quand on essaie d'imposer des choses aux locuteurs, ils ne sont pas réceptifs et ils continuent à parler comme ils le veulent. Le niveau de français de vos étudiants, il vous satisfait ou parfois vous vous dites « moi à leur âge je parlais mieux », très honnêtement? Alors, je ne pourrais pas répondre à la question comme ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit le niveau avec lequel ils arrivent à l'université, on essaie de les amener un petit peu plus loin. Et les niveaux sont très hétérogènes en première année, par exemple, que ce soit des étudiants qui sont en traduction-interprétation ou des étudiants en information et communication, donc des futurs journalistes, c'est les deux publics à qui je donne ces cours-là. Ils ont des niveaux très hétérogènes en français écrit. Alors, je ne m'occupe pas du français oral avec eux, mais voilà. Donc, ça montre qu'il y a des besoins qui sont très, très divers en fonction des parcours linguistiques qui sont de plus en plus complexes, avec du multilinguisme ou du bilinguisme précoce, avec des déplacements, avec... Dans les médias, voilà. On fait la promotion du bon français, soyez honnête. Est-ce qu'on parle comme il le faudrait? Est-ce qu'on tire le langage vers le haut? Madame Kostermans, qui est un peu en retard de temps de parole là-dessus. Vous n'avez pas parfois les oreilles qui saignent quand vous regardez la télé, même BXA, ou vous écoutez la radio? Non, pas les vous oreilles, êtes honnête, mais les yeux, parfois, avec certains sous-titres. Voilà. Pas spécialement à l'oral. Même sentiment, Madame Lanero, Zamora? C'est vrai oui, c'est vrai qu'à l'oral, je vais me concentrer sur le message. Beaucoup plus que les sous-titres à l'écrit. Les fautes d'orthographe vont vite venir comme une gifle, en fait, alors que pourtant je suis romaniste, et on me dit souvent mais t'es romaniste, ça devrait te choquer, etc. Mais je ne suis pas dans la correction non plus. Je trouve que les journalistes travaillent très 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 vite, et du coup il peut y avoir des moments où ça slip, et ça slip. Ça vient d'où? C'est anglais. Ça dérape. Ça dérape. Mais je posais la question parce que voilà, c'est vrai que on le voit. Moi, quand j'étais étudiant, on me disait une faute dans un courrier, on ne parlait pas encore d'Internet à l'époque, classement vertical. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de courriers, de communiqués, de communications dans lesquels il y a des coquilles et qui ne sont pas classés verticalement. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi de nouveau un risque par l'écrit, à force de s'ouvrir, de ne pas être pointilleux, de tirer vers le niveau vers le bas, le niveau général? Oui, non, allez-y. Mais c'est un marqueur social. Vous avez utilisé d'autres termes, donc c'est sûr que voir des fautes actives, des a priori de classe, etc. Et donc je pense qu'effectivement, il est important de maîtriser les codes pour
pour être légitime. Vous me disiez quand on préparait l'émission qu'effectivement il y avait un côté social. Quoi, c'est sélectif. Les réformes de l'orthographe, c'est politique. On entendra Calvin Sorès là-dessus après, mais dites-nous. Alors, je pense que la façon dont on écrit nous marque et nous légitimise ou nous illégitimise socialement. Donc, il vaut mieux maîtriser ces codes-là et en même temps. C'est pas accessible, enfin c'est pas a priori accessible. On est tous inégaux devant ce savoir-là. Je me disais effectivement avant l'émission que j'étais très ambivalente parce que d'une part, je salue des deux mains les réformes orthographiques successives qui facilitent. Par exemple, moi je sais toujours pas accorder certains participes passés de certains verbes pronominaux ou j'ai encore du mal avec certaines concordances de temps. Malgré que j'écrive des livres, mais donc je compte sur correcteurs et correctrices pour pallier ces éventuels défauts. Mais donc je suis favorable à ces réformes qui facilitent, simplifient l'accès à l'orthographe et je suis incapable d'écrire oignon sans le i entre le o et le g ou nénuphar avec un f, même si j'entends bien l'évolution du mot et le pourquoi, etc. Voilà, on a aussi grandi dans un certain français. Et c'est parfois compliqué de. Il y a un côté un peu hautain à parler trop bien français, c'est un peu ça que vous nous dites quelque part. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un côté. Le bic rouge, moi, dans les ateliers d'écriture, je vois qu'il y a tout un stade à passer en fait avec les participants, avec qu'ils soient. Parce que je donne des ateliers d'écriture à des adolescents qui, très étrangement, passaient la peur du bic rouge et que je dis non, mais c'est pas ça qu'on va faire. En fait, vous devez vous amuser avec votre imagination. Arrivent très très vite à se saisir de la langue pour créer des mondes, pour créer des personnages et vraiment rentrer dans l'aspect créatif. Que les adultes que j'ai, souvent, pourtant, ce sont des personnes souvent qui participent aux ateliers que je donne dans les bibliothèques. Donc, ce sont des habitués, des livres, des lecteurs. Il y a vraiment ce qu'ils appellent leur petit prof de français qui est assis sur leur épaule. Et alors, il y a un moment où heureusement ils passent au-dessus de ça et alors ils se mettent, parce que de toute façon ça passe à l'oral, pour laisser la créativité prendre le dessus. Oui. Marie-Ève Damar, le professeur de français, le bic rouge, vous l'avez vous aussi en permanence quand vous parlez, peut-être un peu plus parce que vous êtes linguiste. Non, je pense que une voie intéressante est celle que vous développez, est celle de se réapproprier la langue française avec plus de liberté et de créativité. Et pour ça, il faut dépasser à la fois la peur du jugement, du nôtre et de celui des autres. Et c'est peut-être une des pistes à explorer pour se réapproprier une langue de manière libre et inventive et qui nous permette aussi de pouvoir communiquer mieux, finalement. Et donc, c'est une des pistes parce que ici, j'ai entendu beaucoup de j'ai envie de juger, j'ai envie de corriger, j'ai les oreilles qui... bon. Mais si on est tous là-dedans, finalement, on entretient un phénomène qui s'appelle la glottophobie, qui est la discrimination des personnes sur base de leur mauvaise connaissance linguistique. Et en n'arrêtant pas de dire qu'il faut élever le débat, lever le niveau et tout ça, c'est ce discours-là qu'on pérennise. Et je trouve que là, il y a quand même un potentiel risque de discrimination et aussi une insécurité linguistique grandissante qui est entretenue par ces discours. On va conclure, et je vais vous demander simplement de conclure, de terminer une phrase qui est l'important aujourd'hui pour le français, c'est 3 petits points. Vous avez le temps d'un jingle pour trouver votre réponse. Calvin Sorès, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour le français, c'est d'amener les gens à lire beaucoup plus. On ne lit pas assez, il faut... Je pense, dès le bas âge, il faut lire, parce que les élèves les plus faibles engrangent 500 mots, les moyens 1000, et les plus forts 2500. En école primaire, ça fait 5 ans d'écart. Katia Lanero Zamora, quelle est la priorité aujourd'hui, l'urgence peut-être pour le français? Et peut-être pendant que vous nous concluez, je propose qu'on voit votre dernier livre que vous dédicacerez à la foire du livre. C'est La Machine, un roman destin croisé de 2 frères sur fond de révolution. Qu'est-ce qui est urgent pour le français, pour l'autrice que vous êtes? C'est d'arriver à représenter le monde dans lequel on est et que les parlants puissent défendre ce monde, défendre leurs idées et faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles structures, et être créatif pour le futur. Il faut oser. Dominique Costermans, qu'est-ce qui est l'urgence pour le français aujourd'hui? L'urgence, je ne sais pas, mais la créativité, l'abondance du vocabulaire, d'avoir cette abondance de mots, même issus d'autres cultures. Et la lecture, je rejoins Calvin parce que moi, ça m'a vraiment formée et apporté énormément, tant au point de vue orthographique, grammatical qu'au niveau du vocabulaire. La lecture à l'école primaire,
la lecture dans la petite enfance. Oui. Voilà. Et je rappelle votre roman que vous signerez, non c'est un essai, c'est L'impensé de l'IVG, et vous le dédicacerez aussi à la foire du livre dès la semaine qui vient. Marie-Ève Damar, la priorité pour le français, c'est quoi pour les années à venir ? Je dirais peut-être se réapproprier la langue d'une manière créative et ludique et dépasser les jugements et la peur du jugement. Merci à tous les quatre d'être venus. Je vous souhaite une bonne foire du livre. Vous allez y aller tous les quatre, j'imagine. On s'y croisera peut-être. Merci d'avoir choisi BX1. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau débat avec de nouveau beaucoup de questions et d'autres invités.